Alors, vous n'imaginez pas à quel point vous nous aidez aussi à progresser par rapport à la question qu'on se posait hier sur comment donner chair à la métropole. Vous parliez d'incarnation et là, on commence à y voir plus clair. Hein. Je vous dis ça parce que vous nous avez rejoint aujourd'hui. Une interrogation, mais à laquelle vous ne répondez pas, et on va privilégier le commentaire éventuel de Marie-Pierre et les questions de la salle, mais pour faire un lien entre vous et éventuellement votre collègue politiste Claude Sorbet, vous avez montré la nécessité d'étudier métropole par métropole, le rapport au discours, etc. Mais que se passe-t-il quand on remet ça en perspective historique? L'exemple bordelais montre que les référentiels, le discours, la vision peut évoluer d'une époque à l'autre. Donc ça ajoute sans doute à la complexité. Vous voyez le sens de mon interrogation, mais on y reviendra plus tout à l'heure à travers les interventions de la salle. Auparavant, Marie-Pierre. Toute petite réaction à chaud pour remercier les trois intervenants, pour dire à Alain Faure que je le remercie pour ses propositions stimulantes qui invitent à une réflexion vraiment profonde sur le rapport entre, disons, le langage et l'action politique. Et je voulais dire aussi, puisque j'ai insisté sur des questions presque de méthode, que les trois exposés illustrent l'intérêt qu'il y a, me semble-t-il, à travailler de manière très analytique, comme l'a fait notamment Isabelle. Il y a un moment analytique, je dirais, dans l'analyse sociologique ou en sciences politiques, pour ensuite, comme l'a dit Claude, partir du particulier pour monter de manière plus générale, pour construire des modèles aussi, comme tu l'as dit. Et voilà, je trouve. Et puis faire vraiment de la comparaison en allant regarder ce qui se passe hors de nos frontières, comme l'a suggéré aussi Alain Faure. Enfin, voilà, c'est aussi ça le travail en sciences sociales. Je voulais aussi insister pour, d'une certaine façon, montrer l'intérêt de ce que nous faisons aussi. Question, interrogation? Oui. Emmanuel Raoul, au premier rang. Merci. En vous écoutant tous, j'avais une question sur finalement, si je la résumais, on parle de... Alors est-ce que c'est gouvernance ou régulation? Je ne m'attacherai pas au distinguo, hein, c'est trop subtil pour moi. Pour simplement dire qu'à partir du moment où on nomme ça, c'est que ça existe. Et je me pose la question de savoir si ça existe. Je veux dire par là que il y a deux questions derrière ma question. C'est d'une part, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui, quelque part, sont... Alors, est-ce qu'ils sont des citoyens de la métropole ou du monde? Je ne sais pas trop. Ils sont peut-être les deux, justement. Ils ont peut-être plusieurs échelles dans lesquelles ils sont citoyens. Et ils n'ont pas vraiment besoin qu'on les régule, hein, franchement. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils attendent qu'on les régule. Bon. Ou qu'on les gouverne. Bon. Et puis, il y a aussi une autre... donc ça, c'est, je dirais, les gagnants du système, de cette façon, ceux qui sont dans le système. Et puis, il y a ceux qui sont aux marges, alors je ne sais plus quelle était l'expression de Pierre Vels, mais qui sont aux franges, qui sont abandonnés, et qui là se disent je suis abandonné », et donc qui ne croient plus à la régulation, qui ne croient plus à la gouvernance, qui ne croient plus aux politiques. Donc il y a comme deux situations. Dans les deux cas, ils s'en foutent, d'une certaine façon, pardonnez-moi la grossièreté de mon propos. Et donc je me demande si là, de quoi parle-t-on? Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles les politiques sont amenés à poser des actes qui peuvent être forts, mais ils sont tellement rares. C'est à moi de répondre. Non, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est une question très difficile. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la manière dont, finalement, qu'est-ce qu'on régule, en fait, effectivement. Bon, à part des services ou... donc, non, je ne veux pas botter en touche, mais je trouve que c'est une question vraiment... Moi, j'aurais tendance à dire si les gens attendent très fortement qu'on les régule. Mais enfin, je ne sais pas si vous avez des réponses. Ouais. Je veux bien essayer de réfléchir un petit peu à cette question. Il y a toute une partie de la population qui est hors jeu. Ça c'est absolument certain. Finalement, la régulation, ça passe à côté. Et quand on regarde, par exemple, qui est audible ou pas audible dans une arène politique ou sur une scène politique, on s'aperçoit que l'offre politique ne s'est pas adressée forcément aux gens qui sont supposés être les cibles. Hein. Il n'y a pas de réponse.
Et donc, quelles sont les attentes qu'il y a dans une population? Ça, c'est une vraie question. Le deuxième élément, c'est de dire, est-ce que les représentations construisent la réalité? On pourrait dire que 98% de ce que j'ai entendu depuis hier se trouvait dans cette perspective. C'est-à-dire on est dans une sorte d'apprentissage où les représentations sont des éléments constitutifs de cette réalité. Alors après, est-ce qu'il y a une partie de la population qui est apolitique ou en dehors d'une attente de régulation politique? Moi, je pourrais dire que, tout en étant politologue, ça me fait un peu cet effet. Je ne suis pas très politisé, je n'attends rien. Mais en même temps, je suis régulé quand même par les dispositifs dans lesquels je me trouve. Hein. Il y a à la fois pour la mobilité, et en même temps, même pour les attentes. Qu'est-ce que j'attends? J'attends, par exemple, Christian Topolov disait, avant, il y avait un paradigme aménagiste. On faisait des équipements parce que les gens attendaient ça. Et après, on est passé à un paradigme écologiste. Les gens veulent, ou ont une sorte d'attente implicite, moyenne, disons, dans la société, qui est de la nature dans la culture. Et moi, je dirais qu'on a les deux, quoi. Et le problème, c'est qu'on attend, on fait avec ce qui se donne, quoi. Ça, c'est pour ça que la réalité là, de l'anarchie organisée, elle fonctionne aussi dans nos têtes. Il y a des projets, alors, par exemple, Dubé l'a expliqué, ça, très bien. Il y a la baisse des institutions dans le cadrage des attentes fait que le projet individuel va dépendre du milieu dans lequel on se trouve, qui a plus ou moins d'influence, et puis de l'histoire individuelle. Et c'est ce montage-là qui va faire qu'il va y avoir soit une extériorité au jeu, une attente, pas d'attente, un militantisme. Et moi, je suis assez d'accord avec votre démarche. La capacité des systèmes à vouloir faire des choses ne veut pas dire que ça fait des choses. Alain Faure. Moi, je voulais juste insister sur le fait que la métropole est le lieu extrême des fragmentations et des inégalités. Donc c'est un constat. Et je dis bien la métropole, hein, pas la ville, mais la métropole. C'est-à-dire la métropole au sens large, c'est la métropole qui inclut des périphéries, du semi-rural, voire du rural. Et donc là, il y a des contrastes très forts et la régulation publique se pose forcément. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'elle se pose à l'échelon des institutions métropolitaines ou à l'échelon du département, de la région, du niveau européen. Si on fait du comparatisme international, moi, il me semble que de plus en plus, ça se posera à l'échelle des institutions métropolitaines. C'est-à-dire que les métropoles-providence, ça sera une question que se poseront demain les responsables publics, c'est-à-dire de voir comment ils organisent les questions de cohésion, de solidarité, de sécurité à l'échelon, à l'échelle de la métropole. Donc voilà, c'est une question publique qui se pose, mais que les individus, eux, n'en aient aucune perception ou un rejet très fort, j'en doute pas un instant. Mais à mon avis, c'est deux questions différentes. Mais je trouve que le parallèle avec l'Europe est passionnant. Hein. Il est très contemporain, là. C'est-à-dire comment on articule la force de la régulation publique avec le citoyen lambda. On va prendre une question de la salle 2. Pendant qu'elle nous parvient, juste une réflexion à voix haute, peut-être à l'intention d'Isabelle Gara, c'est de savoir justement, lorsque la métropole se saisit d'enjeux qui touchent au quotidien comme l'habitat, ça ne suscite pas davantage d'adhésion de la population par quelque bout qu'on la prenne, la plus in et peut-être la plus marginalisée, si vous voyez le sens de mon interrogation, mais on va peut-être prendre plutôt la question de la salle 2, c'est ça Jean-Baptiste? On vous écoute, Cognac Jay. Merci. Je suppose qu'on m'entend, mais on ne me voit pas. Donc je suis Paul Vermeulen, je suis urbaniste à Bruxelles et l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le temps de la métropole, parcours en Europe ». Donc on est dans le sujet. À partir de quoi je voudrais rebondir sur l'intervention d'Alain Faure et dire effectivement la frontière publique-privée est quelque chose qui distingue très fortement les métropoles françaises des autres métropoles, une trentaine, que j'ai étudiées en Europe. Effectivement, je dirais l'esprit républicain, public, on attend tout du secteur public, est très présent en France comparé à d'autres pays. Alors, par rapport à l'interrogation de Pierre Vels, un certain nombre de questions qui peuvent se poser quand il plaide la métropole France.
ne peut-on pas lui opposer une France des métropoles? Ce qu'on voit à l'étranger, c'est que les régions ou les métropoles efficaces, c'est lorsqu'il y a un couple d'actions cohérent entre le niveau régional et le niveau de la métropole, qu'on appelle par moment région métropolitaine, aire métropolitaine, peu importe les appellations. Donc la question que je voudrais renvoyer aux auteurs, aux intervenants, c'est la question de la réforme qui se passe aujourd'hui en France. En l'espace de quelques mois, on crée des métropoles en janvier. Demain, dans quelques mois, on parle de la réforme des régions et de la suppression des conseils généraux. Donc la question, c'est est-ce qu'on a, par ces actes publics, des chances d'avoir des couples région-métropole efficaces? Il me semble que ça, c'est une belle question pour la table ronde qui suivra la pause. J'aimerais qu'on puisse y répondre, mais avec la présence de nos deux intervenants, si vous le voulez bien. Mais on enregistre la question. Et du coup, allez, on prend une dernière question de la salle 1. Mais on a bien enregistré votre question, monsieur. Merci. Merci. Claude Ponsnario, je suis directeur général adjoint chargé du développement et de l'attractivité à la ville et à l'agglomération de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous remercie pour les exposés qui sont au cœur de ce que nous vivons quotidiennement. Je suis très d'accord avec la proposition d'Alain Faure sur les perspectives en recherche, et particulièrement sur les langages employés par les uns et les autres, et les dynamiques à la fois de cohérence et puis de fracturation. Une question que vous n'avez pas abordée, je ne sais pas si... elle est plutôt abordée dans nos prochains projets de recherche, c'est la question des finances publiques. On n'est plus du tout dans le régime dans lequel on était dans les 6 dernières années. Ils en ont parlé. Et je peux vous garantir que dans les modèles de gouvernement locaux, ça impacte de manière monumentale. Le modèle nantais, l'organisation nantaise qui a été enseignée à l'Institut national des études territoriales comme une originalité formidable dont tous les administrateurs devaient tenir compte, est extraordinairement questionné par ses implications financières. Et à un moment donné, on va être purement contraint à de l'efficacité. En tous les cas, à Pau, on l'a déjà été depuis 2 ans. Et je pense que les métropoles, dans leur relation avec Paris, dans leur réseau, ont de grandes questions à se poser de ce point de vue-là. Là aussi, il me semble que c'est une question qui mériterait d'attendre la présence de nos deux intervenants suivants. En tout cas, merci d'avoir posé la question cruciale. Alors, je rappelle, sous le contrôle d'Alain, que le programme a été lancé POPSU 2 en 2011, donc bien après le déclenchement de la crise qui est dans tous les esprits, et ça imprègne les recherches, les travaux. Alain Faure. Puisqu'on est sur les programmes de recherche à engager, moi je suis très attentif à qu'on essaye, autant que faire se peut, de se détacher de nos lunettes françaises. C'est-à-dire, ayons l'obsession de toujours poser les problèmes en voyant si ce qu'on voit et qu'on croit être une spécificité liée à une possible réforme ou à un possible système de financement de l'action publique ne se retrouve pas exactement de la même façon dans d'autres pays qui sont avec un autre système institutionnel et avec d'autres mécanismes de financement public. Ce n'est pas du tout pour dire, pour tout normaliser et étaler en disant il n'y a plus de spécificité française, mais moi je suis fasciné. J'ai eu le même problème en Italie. Moi quand j'étais à Naples, on n'a pas arrêté de me dire oui mais c'est Naples et c'est l'Italie. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu, on m'a dit c'est l'Italie, que Milan ne fonctionnait pas du tout comme Naples. Donc je crois qu'il faut, moi il me semble qu'il faut qu'on fasse cet exercice qui est très dur, sur le plan de la méthode, sur le plan des façons d'argumenter. On est en plein dans un problème, ce qu'on appelle dans notre jargon le méthodologisme, le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on regarde toujours nos problèmes avec une déformation liée à notre culture intellectuelle. Et je pense qu'il faut vraiment, de ce point de vue, financer des travaux d'anthropologie. C'est-à-dire, on dépasse la question institutionnelle, quitte à y revenir après, mais on essaye de la dépasser. Je vous propose de nous en tenir là, en gardant à l'esprit les deux questions. L'autre question que vous formuliez, monsieur, est celle que nous formulait notre ami de Bruxelles, si j'ai bien compris, il venait de Bruxelles. Et nous retrouvons à 11h30, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Parfait, ça vous laisse 20 bonnes minutes de pause autour d'un café et d'échanges informels. C'est aussi ça, le principe des rencontres.